Rimuru était un employé de bureau solitaire, poignardé et mort vierge, pour se réincarner en un limon inutile. Mais quand il découvre qu'il est en fait surpuissant, il bâtit un village de monstres avec des ogres bizarres et des filles-bêtes obsédés par sa saucisse de Slim. Dans sa vie antérieure, Rimuru avait tenté de jouer les héros, mais s'était fait poignarder. En mourant, il demanda à son ami d'effacer son historique de navigation sur son ordinateur. Rimuru regrettait de n'avoir jamais connu la chair en 37 ans, et décida que s'il revivait, il détruirait chaque orifice qu'il verrait. Cependant, il se retrouva soudain dans une grotte, réalisant qu'il s'était réincarné en limon, incapable de voir ou de parler, mais pouvant seulement absorber des plantes. Curieux de savoir où elles allaient, il entendit une voix préinstallée de Gemini dans sa tête, lui disant que les matériaux étaient stockés en lui. Rimuru décida d'analyser les plantes et découvrit qu'elles pouvaient être transformées en potions de guérison et conservées en lui pour un usage futur. Sachant cela, il commença à engloutir toutes les plantes de la grotte et découvrit aussi des roches contenant du minerai magique. Cela continua un moment jusqu'à ce qu'il tombe accidentellement dans une rivière et commence à couler, craignant de mourir à nouveau. C'est alors qu'il eut l'idée d'ingérer de l'eau pour se propulser hors du lac, débloquant instantanément une compétence de propulsion aquatique, et il en profitait jusqu'à percuter ce qui semblait être un mur. À ce moment, une figure sombre apparut devant lui et menaça de mettre fin à sa courte existence, mais Rimuru eut peur et supplia. Quand le monstre réalisa que Rimuru ne pouvait pas le voir, il dit qu'il lui accorderait la vue. Mais à condition que Rimuru n'ait pas peur en le voyant et vienne toujours lui tenir compagnie, Rimuru accepta et le monstre lui parla d'une compétence appelée Sens magique, qui permit à Rimuru de voir immédiatement, mais c'est là qu'il réalisa que la figure à qui il parlait était un dragon scellé. Le dragon se présenta comme Veldora. Quand Rimuru lui dit qu'il s'était réincarné dans ce monde, Veldora lui expliqua que la réincarnation était inhabituelle. C'était parce que les gens venus auparavant dans ce monde étaient arrivés par d'autres moyens que la réincarnation, et on les appelait des autres mondes. Ces autres mondes étaient peu connus pour acquérir des capacités spéciales en traversant les mondes, et cela amusa Rimuru. Alors il pensa les chercher pour voir s'il pouvait trouver quelqu'un du Japon. Cependant, Veldora ne voulait pas qu'il le fasse, car il s'ennuyait. Il révéla qu'il était scellé depuis 300 ans, depuis qu'il testait sa technique de souffle ardent sur une ville. Un héros appelé l'Invoqué apparut alors et le maîtrisa avant de le sceller dans la grotte. Rimuru se demanda ce qu'était un invoqué, et Veldora expliqua qu'ils étaient amenés dans ce monde par un rituel effectué par plus de 30 mages. Ces invoqués servaient d'armes et étaient scellés par une malédiction qui rendait impossible de défier leurs invocateurs. Réalisant à quel point Veldora devait être seul, Rimuru eut pitié de lui et accepta d'être son ami, rendant Veldora très excité. Ils se tapèrent à le poing en signe de leur nouvelle amitié. Ensuite, Rimuru demanda à Veldora ce qu'il devait en faire car il n'aimait pas que son ami soit scellé là depuis 300 ans. Veldora fut ému par sa sympathie et dit qu'il s'était affaibli au fil des ans, ayant perdu ses magiculaires. Rimuru réalisa que c'était pourquoi la grotte était riche en substances magiques diverses, et demanda ce qui arriverait si Veldora restait scellé là. Veldora révéla qu'il finirait par mourir et qu'il ne lui restait pas 100 ans à vivre. En entendant cela, Rimuru pensa utiliser sa compétence de prédateur pour engloutir la punition illimitée, mais échoua. Alors il demanda à Gemini s'il y avait d'autres possibilités. Après quelques analyses, Gemini lui dit qu'il pouvait utiliser la compétence du grand sage pour analyser le sceau, mais Veldora devait aussi l'analyser de l'intérieur, et après cela, il pourrait briser le sceau. Cependant, Veldora dit que cela lui prendrait beaucoup de temps car il n'était plus aussi fort qu'avant. Cela laissait à Rimuru une seule option, engloutir tout le sceau dans son estomac, puis l'analyser. Il demanda à Veldora s'il ferait cela, provoquant instantanément un long silence dans la grotte, et Rimuru craignit d'avoir dit la mauvaise chose. Mais étonnamment, Veldora accepta, disant qu'il valait mieux être dans l'estomac de Rimuru que seul dans la grotte. Cependant, avant que Rimuru ne l'avale, Veldora suggéra qu'ils se donnent des noms pour sceller le pacte de leur amitié. Rimuru trouva cela cool, et après avoir réfléchi un moment, il donna à Veldora le nom Tempête. Veldora lui donna en retour le nom Rimuru Tempête, ce qui le transforma immédiatement en un monstre plus puissant. Après cela, Rimuru avala Veldora et le trou du sceau de punition illimité. Ensuite, Rimuru commença à errer dans la grotte à la recherche de la sortie, et en chemin, il engloutit autant de matériaux qu'il put. Il vainquit aussi plusieurs monstres, et prit leur capacité pour maximiser ses pouvoirs, comme dans un jeu vidéo. Pendant ce temps, en ville, la nouvelle de la disparition de Veldora se répandit vite, et deux vieux fous confus se rencontrèrent pour discuter, craignant de devenir la cible d'autres monstres de la forêt, puisque le dragon avait disparu. Après plusieurs semaines à ramper sans but, Rimuru trouva enfin la sortie. Mais alors qu'il s'approchait de la porte, des aventuriers arrivèrent soudainement.
ils étaient là pour vérifier la situation dans la grotte. Rimuru se cacha. Et dès qu'ils entrèrent, Rimuru toucha l'herbe pour la première fois dans ce monde. Cependant, avant même qu'il ne puisse profiter de sa liberté, un groupe de gobelins laids arriva, armés et ayant l'air de se vider. Ils le qualifièrent de puissant et lui demandèrent ce qu'il voulait, ce qui surprit Rimuru. Il essaya de leur parler, mais cela ne fit qu'aggraver les choses, car ils furent projetés au sol par sa voix écrasante. Ils le supplièrent puis de les épargner, et il demanda pourquoi ils étaient revenus, pour qu'ils lui disent d'où qu'ils avaient besoin d'une faveur. Ils l'emmenèrent au village gobelin, rencontrer l'ancien, qui lui dit qu'ils avaient besoin de son aide pour combattre les loups sinistres qui avaient transformé leur village en un restaurant où ils mangeaient à leur guise. Cela avait commencé quand leur dieu, qui protégeait leur village, avait soudainement disparu il y a un mois. En entendant cela, Rimuru réalisa qu'il devait parler de Veldora, mais il leur demanda pourquoi il voulait en son aide alors qu'il n'était qu'un simple limon. Mais ils lui dirent qu'il émettait une quantité terrible d'aura, et quand il vérifia, Rimuru fut choqué d'avoir marché ainsi. Il absorba rapidement toute son aura et demanda ce qu'il obtiendrait en retour s'il les aidait, et ils s'inclinèrent devant lui, lui disant qu'il aurait leur loyauté. Juste à ce moment, un loup sinistre commença à menacer le village à nouveau, et les gobelins eurent peur d'être mangés. À cet instant, Rimuru calma tout le monde et leur dit qu'il les aiderait. Alors ils s'inclinèrent tous devant lui, en signe de gratitude. Ensuite, Rimuru rassembla tous les gobelins mâles, mais il fut déçu de les voir tous maigres et faibles. Alors il leur dit de simplement continuer à occuper l'espace comme ils le faisaient, et de ne pas trop s'inquiéter de la guerre. Il demanda ensuite à être emmené auprès de tous les gobelins blessés, et quand il arriva à leur infirmerie locale, il décida d'engloutir l'un des blessés. Il le recracha, et ils furent tous choqués de voir que le gars était maintenant complètement guéri. Rimuru continua ensuite à guérir toutes les autres personnes blessées dans la pièce, mettant les gobelins à genoux de nouveau en signe d'appréciation. Après cela, il annonça qu'il construirait une clôture pour renforcer les défenses du village. Plus tard cette nuit-là, quand les monstres loups attaquèrent, ils furent choqués de découvrir que les gobelins les attendaient déjà, menés par un simple limon. Rimuru leur demanda de repartir en paix, mais le chef des loups sinistres se sentit insulté et ordonna à ses loups d'attaquer. Cependant, les loups sinistres coururent à leur perte, irritant encore plus le chef. Alors il décida d'attaquer seul, mais il fut piégé dans le fil d'acier de Rimuru. Et Rimuru trancha sa tête avec sa compétence de lame d'eau choquant les loups restants. Il dit ensuite aux autres de déguerpir ou de finir de la même manière. Mais les loups restèrent immobiles, ce qui fit penser à Rimuru qu'il voulait en là se battre. Il eut soudain une idée et engloutit rapidement le chef des loups sinistres. Il l'analysa ensuite et se transforma aussi en loup sinistre. Après cela, il poussa un hurlement fort pour effrayer les monstres loups, mais au lieu de cela, ils se rapprochèrent, choquant Rimuru. Soudain, ils s'inclinèrent tous devant lui et le prirent pour nouveau maître. Le lendemain, les gobelins et les loups sinistres étaient maintenant en paix, et pour les gérer, Rimuru pensa à les regrouper. Mais avant cela, il demanda leur nom. Cependant, ils lui dirent qu'ils n'avaient pas de nom parce qu'ils n'étaient que des monstres. Alors il leur dit qu'il leur donnerait des noms, les rendant excités. Il nomma les gobelins en commençant par l'ancien du village, et après un moment, l'ancien s'inquiéta et demanda s'il était acceptable de les nommer tous en même temps. Mais Rimuru dit qu'il s'en occupait. Après avoir nommé les gobelins, ce fut le tour des loups sinistres. Il nomma le fils du chef des loups sinistres et s'effondra soudainement, provoquant la panique. Alors les gobelins le gardèrent et veillèrent ses cœurs sur lui. Et après 3 jours, il se réveilla complètement rétabli. Cependant, Rimuru fut choqué en voyant une fille avec de beaux melons et se demanda où était passée cette jolie nana. L'ancien arriva bientôt et Rimuru fut encore plus choqué de voir que le vieil ancien laid et maladif avait maintenant l'aura d'un gigachad. Il demanda ce qui s'était passé et l'ancien répondit que les monstres évoluaient toujours vers un rang supérieur lorsqu'ils étaient nommés. Le loup sinistre fit aussi irruption avec un nouveau look qui fit réaliser à Rimuru que c'était pourquoi toutes ses magiculaires avaient été épuisées. Plus tard, dehors, Rimuru découvrit que la meute de loups avait toutes évolué et demanda comment cela se faisait qu'il n'en avait nommé qu'un. Ranga, celui qu'il avait nommé, révéla que puisque tous les loups sinistres ne faisaient qu'un, ils avaient tous évolué ensemble en loup bleu tempête quand Rimuru les avait nommés. Ensuite, Rimuru rassembla tous les gobelins et les loups et leur donna de nouvelles règles de conduite. Premièrement, pas d'attaque d'humains. Deuxièmement, ils n'étaient pas autorisés à se battre entre eux. Et troisièmement, il ne voulait qu'aucun d'eux ne soit discriminatoire envers les races. Après cela, il nomma l'ancien le seigneur gobelin et donna à chacun des tâches différentes autour du village. Mais il y avait un problème, l'abri était terrible et les vêtements révélateurs des femmes rendaient l'outil de Rimuru actif. Alors pour résoudre cela, Ricard suggéra de visiter le royaume nain d'Warven, connu pour être expert en construction et en vêtements de créateurs. Rimuru était excité car il avait toujours entendu parler des nains, et il partit immédiatement sur les loups tempêtes avec quelques autres gobelins. Après avoir voyagé un moment, ils se reposèrent près d'une rivière, et pendant leur repos, Rimuru demanda à Rigor, le fils de l'ancien, comment son frère aîné, autrefois guerrier avant d'être Izukai, avait été nommé.
Et Rigor répondit qu'un certain officier de l'armée du seigneur démon nommé Gelmoud l'avait nommé, après avoir vu son potentiel, surprenant Rimuru. Quelques instants plus tard, Rimuru demanda à Ranga pourquoi il ne cherchait pas à se venger, même si Rimuru avait tué son père, et Ranga répondit qu'il était reconnaissant que Rimuru l'ait épargné dans sa meute, et leur ait même donné un nom qui les rendait plus puissants. Plus tard cette nuit-là, Rimuru demanda au gobelin le plus laid de cet animé, Gopta, des informations sur la ville où il se dirigeait, puisqu'il y était déjà allé, et Burr répondit qu'il y avait beaucoup de jolies elfes présentes, stimulant instantanément le petit Rimuru. Arrivé à la cité naine, 2 jours plus tard, Rimuru demanda aux autres de rester en arrière, pendant que lui et Gopta entraient. Quand ils arrivèrent à la file d'attente, des idiots inutiles apparurent et commencèrent à les intimider, effrayant Gopta qui craignait que cela n'arrive. Rimuru dit à Gopta qu'il s'en occupait et demanda poliment aux brutes de passer leur chemin, mais ils n'écoutèrent pas et devinrent plus agressifs. Alors Rimuru se transforma en loup tempête et les fit fuir avec sa compétence de menace. Tout le monde tomba au sol car les gardes arrivèrent pour les capturer. Dans la cellule, pendant qu'un garde s'occupait d'eux, un garde aléatoire vint rapporter que des hommes avaient été gravement blessés dans une mine. Et pendant qu'il paniquait, Rimuru décida de cacher quelques potions de guérison pour qu'il les utilise sur les hommes blessés. Le chef des gardes partit avec la potion et revint bientôt avec enthousiasme car les hommes avaient été complètement guéris. À cause de cela, le chef des gardes libéra Rimuru. Mais Gopta fut laissé en cellule car le gars n'était venu en mission que pour dormir. Ensuite, Rimuru dit au chef des gardes pourquoi il était venu, et le chef des gardes l'emmena rencontrer Kaijin, le meilleur forgeron du royaume. Kaijin découvrit que c'était Rimuru qui avait sauvé ses frères, et il le remercia. Rimuru expliqua ce qui l'amenait là, mais Kaijin répondit que ce ne serait pas possible car un méchant premier ministre lui avait donné des tâches impossibles, forger 20 longues épées d'acier magique en une semaine. Kaijin n'avait pu en fabriquer qu'une et était maintenant à court de minerais magiques à utiliser. Il ajouta que s'il échouait à respecter le délai, il pourrait perdre sa certification. En entendant cela, Rimuru se souvint qu'il avait du minerai magique qu'il avait englouti dans la grotte, alors il le recracha, choquant Kaijin et ses collègues. Kaijin demanda ensuite ce qu'il voulait en retour, et Rimuru répondit qu'il voulait seulement qu'un forgeron le suive au village gobelin et enseigne le métier aux gobelins. Kaijin fut choqué d'entendre sa simple demande et accepta. Cependant, fabriquer les 20 épées prendrait encore beaucoup de temps. Alors Rimuru demanda à Kaijin l'épée qu'il avait fabriquée, et quand Kaijin la lui donna, Rimuru l'engloutit immédiatement, l'analysa, puis produisit 20 répliques parfaites, choquant tout le monde. Pour cela, les nains décidèrent d'organiser une fête pour lui. Mais il leur dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Cependant, quand ils lui dirent qu'il y aurait beaucoup de jolis elfes, le minable gluant dépravé sauta immédiatement sur l'idée. À la fête plus tard ce jour-là, les elfes le virent et commencèrent à le faire passer entre leurs formes. Rimuru sentit que c'était le paradis. Quelques instants plus tard, l'une des elfes, une diseuse de bonne aventure, demanda s'il voulait presser, faisant instantanément penser à Rimuru qu'elle voulait lui donner du lait. Mais il fut déçu quand elle sortit un orbe, offrant de lui dire sa fortune. Après quelques mouvements de main, l'orbe afficha Rimuru et sa supposée future femme, avec 4 jeunes lugubres ayant l'air aussi misérables qu'il l'était dans sa vie passée. Rimuru réalisa que la fille était japonaise et espéra la rencontrer un jour. Juste à ce moment, le ministre Vesta les interrompit, demandant à Kaijin s'il était censé faire la fête alors qu'il avait une tonne de travail à livrer. Mais Kaijin lui dit qu'il lui avait déjà livré les épées, choquant Vesta, car la tâche était censée être impossible. Cependant, il reporta immédiatement sa colère sur Rimuru, disant qu'un monstre ne devrait pas être autorisé dans le pub. La réceptionniste tenta d'expliquer que Rimuru n'était qu'un limon inoffensif. Mais Vesta dépassa les bornes et vida un verre de pisse sur Rimuru. Cela mit Rimuru en colère. Mais il décida de rester calme, car il ne voulait pas causer de problème à Kaijin et au pub. Cependant, Kaijin frappa soudainement le ministre Vesta au visage et commença à le tabasser, oubliant que le gars était un ministre. Puis Kaijin se tourna vers Rimuru pour lui dire qu'il acceptait son offre de retourner au village gobelin avec lui, rendant Rimuru excité. Après cela, les gardes vinrent les arrêter et les jetèrent dans la même prison où Gopta dormait encore paisiblement. Dans la cellule, Rimuru demanda pourquoi Vesta haïssait tant Kaijin, et Kaijin révéla qu'il était autrefois général dans l'armée et Vesta son subordonné. Cela rendit Vesta fou de rage, car Kaijin venait d'un milieu modeste, contrairement à lui qui était noble. Un jour, le projet de Vesta lui explosa au visage et il y impliqua Kaijin, le faisant prendre l'entière responsabilité. À cause de cela, Kaijin dut démissionner de son poste pour devenir forgeron, mais même ainsi, Vesta n'avait pas cessé de haïr Kaijin et de trouver tous les moyens de le tourmenter. Kaijin dit finalement que Vesta faisait tout cela dans le but de plaire au roi. Et si Kaijin quittait le pays, cela pourrait faire de Vesta un homme meilleur. Suite à cela, Kaijin et ses frères jurèrent leur loyauté à Rimuru et dormirent cette nuit-là. Le lendemain, Rimuru, Kaijin et d'autres furent emmenés au tribunal où ils seraient jugés par le roi pour ce qu'ils avaient fait à un ministre. Pendant ce temps, pour que leur offense paraisse très grave,
Vesta exagéra ses blessures et plaça même un faux témoin pour attester que Kaijin et ses hommes avaient tendu une embuscade à Vesta et l'avaient battu sans provocation. En entendant cela, Kaijin fut condamné à 20 ans de travaux forcés dans les mines, tandis que ses amis eurent 10 ans. Cependant, le roi intercepta et offrit à Kaijin sa position dans ses rangs à nouveau. Mais Kaijin refusa l'offre, disant qu'il avait trouvé un autre maître et lui avait juré fidélité. Alors le roi changea sa sentence en exil à la place, et Kaijin s'inclina, des larmes coulant sur sa joue. Après leur départ, le roi réprimanda Vesta pour lui avoir fait perdre son plus loyal serviteur. Mais Vesta protesta que Kaijin n'était pas loyal car il avait choisi le slime plutôt que lui. Cependant, le roi montra à Vesta la potion de guérison que Rimuru leur avait donnée, capable de guérir n'importe quelle maladie, et blâma Vesta d'avoir fait perdre un tel trésor au royaume. Le roi interdit finalement à Vesta d'apparaître devant lui, et il fondit en larmes, car tout ce qu'il avait toujours voulu était de plaire au roi. Pendant ce temps, Rimuru et ses nouveaux alliés sortirent de la porte de la ville et se dirigèrent vers le village gobelin, oubliant complètement que Gupta était toujours en cellule. Au même moment, le roi ordonna à un espion de surveiller secrètement Rimuru, craignant qu'il ne soit une bête très puissante du même rang que Veldora. Plusieurs semaines plus tard, les 3 aventuriers inutiles de l'autre jour rapportent au maître de guilde la disparition de Veldora. Mais juste quand ils pensaient avoir un répit, le maître de guilde leur donna une autre tâche. Explorer la grande forêt de Jura pour des observations de nouveaux monstres, et ils devaient recommencer dans 3 jours. Ils se mirent tous en colère après avoir quitté la guilde car ils n'avaient plus de vie propre. Pendant qu'ils se plaignaient de cela, une étrange fille masquée apparut et se présenta comme Shizu. Elle leur dit qu'elle les avait entendus parler de visiter la grande forêt et leur demanda si elle pouvait se joindre à eux. Ils acceptèrent à contre-cœur. Pendant ce temps, au village gobelin, les nains commencèrent à enseigner leurs métiers aux gobelins et le village se développait. À cause de cela, environ 500 gobelins vinrent au village gobelin chercher protection, surprenant Rimuru, qui avait d'abord envisagé de les rejeter. Mais quand Gemini expliqua qu'ils risquaient d'être attaqués par des monstres, il eut pitié d'eux et les accepta. Après cela, il les nomma tous et dormit pendant 3 jours. Un après-midi, il chevaucha Ranga à travers le village et vit Gupta enseigner à des idiots crédules comment invoquer un loup tempête, choquant Rimuru. Rimuru ne s'attendait pas à ce qu'un gars comme lui, avec une intelligence de température ambiante, puisse faire cela. En fait, Gupta s'était retrouvé attaché la tête en bas en se réveillant et réalisa que Rimuru l'avait laissé en cellule. Ainsi, après de nombreuses péripéties, il réussit à invoquer un loup, des tempêtes, et s'échappa de la prison de Dwargan. Pendant ce temps, Rimuru, voyant la piètre façon dont Gupta expliquait les choses aux jeunes, passa de l'admiration à la déception en un clin d'œil. À ce moment-là, Rigurd, devenu le roi des gobelins, vint signaler des mouvements suspects dans la forêt. Et quand Rimuru apprit qu'il s'agissait d'humains, il fut surpris. Ailleurs dans la forêt, les 3 aventuriers et la jeune fille masquée étaient poursuivis par des fourmis géantes. Et quand Shizu vit qu'il ne pouvait plus fuir, elle tint bon pour abattre les monstres. Elle déchaîna instantanément sa forme de souffle de flamme et incinéra les fourmis. Elle continua de combattre les restantes, mais elle faillit être anéantie quand un éclair noir frappa soudainement le monstre fourmi. Ils furent surpris de voir que c'était un Slim qui les avait sauvés, et en voyant le visage de Shizu, Rimuru réalisa que c'était la même fille qu'il avait vue chez la voyante, celle qu'il était destiné à rencontrer. Il se rendit également compte qu'il avait déjà croisé les aventuriers en sortant de la grotte l'autre jour. Ils retournèrent tous au village des gobelins, et plus tard, ce soir-là, Rimuru rencontra Shizu près d'une falaise pour tenter sa chance. Il réalisa qu'elle venait aussi du Japon et expliqua qu'il s'était réincarné en petit Slim dans ce monde après avoir été poignardé dans sa vie antérieure. Il lui demanda ensuite comment Shizu était arrivée ici, et elle révéla qu'elle était une invoquée, rappelant aussitôt à Rimuru que Veldora en avait parlé. Les invoqués étaient des humains, appelés d'un autre monde et utilisés comme armes, liés par une malédiction à la volonté de l'invocateur. Shizu révéla qu'elle avait été invoquée au milieu d'une guerre, ce qui l'avait séparée de sa mère. Pendant ce temps, Rimuru se demanda par quelle malédiction elle était liée, mais il pensa que ce n'était pas le meilleur moment pour lui poser la question. Il lui dit ensuite qu'il avait quelque chose d'amusant à lui montrer et utilisa la communication par la pensée pour lui faire voir des souvenirs de son passé. Cependant, le souvenir fut interrompu lorsque Shizu subit soudainement un choc, mais elle n'expliqua pas ce qui s'était passé. Peu après, Kaijin vint appeler Rimuru pour les affaires du village, et il partit immédiatement, ne laissant que Shizu qui commença à réfléchir à son passé. Le jour où elle fut invoquée, l'invocateur pensa que c'était une autre tentative ratée, et l'ignora donc. Mais après quelques supplications, il réalisa qu'elle avait une certaine affinité pour le feu, et la confia alors à l'esprit du feu. Suite à cela, son invocateur commença à utiliser Ifrit pour s'emparer de son corps, la faisant se déplacer et éliminer des gens même si elle ne le voulait pas. Elle se réveilla de ce flashback traumatisant le lendemain matin et ressentit immédiatement cette sensation étrange, chaque fois qu'Ifrit était sur le point de prendre le contrôle. Mais elle réussit à le retenir cette fois. Plus tard, elle sortit pour trouver un endroit calme, et quand elle rencontra Rimuru, elle révéla qu'elle ne pouvait pas rester au village des gobelins, car toute sa mission était de retrouver l'invocateur qui avait ruiné sa vie.
Plus tard, alors que Shizu et les aventuriers se préparaient à quitter le village des gobelins, Shizu commença soudainement à agir bizarrement, effrayant ses collègues. Puis, une énorme explosion de lumière jaillit de son masque droit vers le ciel, assombrissant toute l'atmosphère. Elle commença à flotter comme si elle était possédée. Ils réalisèrent alors que c'était Shizu Izawa, la héroïne et conquérante des flammes d'il y a 50 ans. Elle se transforma en Ifrit, le démon esprit du feu, et des créatures salamandres apparurent, commençant à ravager le village. Rimuru dit aux 3 aventuriers de déguerpir immédiatement, mais ces idiots décidèrent de jouer les héros et de rester pour combattre. Rimuru demanda à Ifrit ce qu'il voulait, mais le démon répondit par une boule de feu en plein visage. Rimuru riposta avec sa compétence de lame d'eau, mais cela ne fit absolument rien au démon de feu. Les aventuriers se jetèrent aussi dans la bataille, et Rimuru sauta sur Ranga, lui disant de se concentrer sur l'esquive de toutes les flammes lancées par les salamandres pendant qu'il cherchait comment riposter. Rimuru commença à réfléchir à la manière d'éliminer les 2 salamandres afin de pouvoir concentrer toute son attention sur Ifrit, et il envisagea de les pulvériser avec toute l'eau stockée dans son corps visqueux en une seule fois. Mais c'était un mouvement risqué, car cela provoquerait une explosion de vapeur massive qui pourrait détruire la moitié du village. Il remarqua que l'une des aventurières, Eren, portait en fait quelques coups, et Grand Sage l'informa que les attaques magiques étaient efficaces contre les ennemis de type esprit. Alors Brook élabora un plan génial et demanda à Eren de lancer son attaque de lance de glace directement sur lui. Quand elle le fit, il avala la lance de glace entière, l'analysa et débloqua immédiatement la capacité de lancer des attaques similaires à volonté. Il utilisa ce nouveau pouvoir pour anéantir les salamandres en un clin d'œil et les envoya directement dans l'au-delà. Cependant, les 3 aventuriers furent rapidement touchés et s'évanouirent immédiatement avec de graves blessures. Rimuru dit à Ranga de les traîner en sécurité pendant qu'il s'occupait d'Ifrit en tête-à-tête, mais il sous-estima le démon de feu et tomba droit dans un piège, alors qu'il créait de multiples clones de lui-même et activait des sorts de feu qui encerclèrent complètement Rimuru. Rimuru pensa que c'était la fin de sa seconde vie en tant que slime, mais il réalisa alors qu'il ne subissait aucun dégât. Grand Sage expliqua que c'était grâce à sa compétence de résistance aux fluctuations thermiques, ce qui rendait les attaques de feu inutiles contre lui. Il retrouva sa confiance et lança ses fils blancs collants sur Ifrit, l'enveloppant comme un cadeau. Rimuru activa ensuite sa compétence de prédateur et dévora Ifrit entièrement, libérant Shizu de son contrôle par la même occasion. Ifrit se retrouva piégé dans l'espace du vide à l'intérieur de l'estomac de Rimuru, puis Veldora apparut pour l'accueillir pour son prochain round, prêt à le rosser juste pour le plaisir. Suite à cela, Shizu était allongée sur un lit, l'air d'avoir été percutée par un camion, tout cela à cause des dégâts qu'elle avait subis plus tôt. Et Rimuru resta à ses côtés, tandis qu'elle commençait à raconter toute son histoire tragique. Elle révéla qu'elle avait été invoquée par le seigneur démon Léon et était devenue son arme personnelle jusqu'au jour où elle rencontra le héros, qui se trouvait être la même personne qui avait scellé Veldora dans cette grotte. Ils s'étaient affrontés et le héros l'avait complètement vaincue. Mais au lieu de l'envoyer dans l'au-delà, le héros la traita comme une fille, la faisant pleurer toutes les larmes de son corps. À partir de ce moment-là, ils commencèrent à voyager et à combattre ensemble. C'est le héros qui lui avait donné ce masque, ce qui l'aidait à empêcher Ifrit de prendre le contrôle et lui avait appris à maîtriser le pouvoir de l'esprit du feu. Cependant, un jour, le héros l'abandonna sans raison, disant qu'il se reverrait un jour. Depuis lors, Shizu cherchait désespérément le héros pour lui demander pourquoi elle l'avait abandonné ainsi. Elle continua d'aller de l'avant, travaillant dur et aidant les gens, mais en vieillissant, garder Ifrit sous contrôle devint bien plus difficile. Elle décida donc de devenir enseignante et de former des jeunes à la place. Puis, après un certain temps, elle se décida à partir en voyage pour retrouver l'invocateur qui avait ruiné sa vie, et c'est là qu'elle rencontra les 3 aventuriers, en chemin vers la grande forêt de Jura. Après avoir raconté toute l'histoire de sa vie, elle demanda finalement à Rimuru une dernière faveur, de dévorer son corps, tout comme il avait absorbé la malédiction qui la contrôlait. Elle dit qu'elle était fatiguée de ce monde, et voulait en finir. Elle lui dit aussi qu'elle souhaitait que le seigneur démon Léon reconnaisse au moins son existence, et que les autres jeunes qui avaient été enlevés de son monde puissent être sauvés et renvoyés chez eux. Rimuru promit de faire en sorte que cela se produise, et peu après, elle vieillit rapidement et s'éteignit. Rimuru exauça alors son souhait en l'absorbant dans son corps et lui offrit un dernier rêve où elle retrouvait sa mère. Quelques instants plus tard, Rigurd et les 3 aventuriers apparurent et furent sidérés de voir que Rimuru s'était transformé en un humain à part entière. Et pas n'importe quel humain, mais la version plus jeune de Shizu. Ils ne pouvaient pas croire que la personne devant eux était réellement Rimuru. Alors il reprit sa forme de slime pour prouver que c'était bien lui. Rimuru raconta ensuite aux aventuriers tout ce que Shizu avait dit avant de mourir, ce qui leur fit regretter de ne pas avoir été là pour lui dire adieu aussi. Peu de temps après, alors que les aventuriers se préparaient à retourner dans leur pays, ils demandèrent à Rimuru de reprendre la forme de Shizu une dernière fois, afin qu'ils puissent lui faire leurs adieux définitifs. Ensuite, Rimuru dit que leurs armes étaient rudimentaires et les emmena en chercher de nouvelles, qui avaient été fabriquées par les meilleurs artisans de toute la région.
Quand ils réalisèrent que les armes avaient été faites par Kaijin, le forgeron légendaire, et les 3 frères nains, ils soulevèrent ces nains de terre avec enthousiasme. Après le départ des maîtres de guilde, Rimuru se rendit sur la tombe de Shizu pour lui rendre hommage. Il était désormais pleinement déterminé à réaliser chacun de ses souhaits. Pendant ce temps, ailleurs, un orque affamé s'effondra face contre terre après avoir trébuché dans la nature sauvage. Puis cet homme louche aux yeux brillants, nommé Gelmud, apparut de nulle part, lui offrant de la nourriture. L'orque désespéré accepta immédiatement sans réfléchir à 2 fois, et Gelmud le nomma Geld, tout en laissant tomber une prophétie sinistre sur la façon dont il conquérirait un jour la grande forêt de Jura et deviendrait le désastre orque. De retour au village des gobelins, tout l'endroit avait connu un développement massif grâce à Kaijin et à son équipe de nains qui travaillaient sur les bâtiments et les tenues. Les seigneurs gobelins avaient également mis en place une structure de leadership appropriée, ce qui signifiait que Rimuru pouvait enfin se détendre, car chacun gérait ses propres tâches sans qu'il ait besoin de micro-gérer. Avec tout ce temps libre, le slime paresseux décida de s'amuser avec ses nouveaux pouvoirs. Il se transforma en son corps humain et demanda à Grand Sage si la capacité de double corporel qu'il avait arrachée à Ifrit fonctionnait réellement. Grand Sage répondit par l'affirmative, alors il engendra une copie de lui-même aussitôt. Mais quand il regarda son clone, Rimuru ne put dire s'il regardait un homme ou une femme, alors naturellement, il pensa à vérifier ce qu'il avait entre les jambes. Sauf qu'il avait peur de ce qu'il pourrait trouver là-bas. Quand il finit par regarder, son âme quitta son corps parce qu'il n'avait aucun outil pour développer l'intrigue, donc il ne pouvait pas non plus claquer dans ce monde. Dégâts émotionnels. Un peu plus tard, des gobelins se préparaient à chasser dans les bois pour la fête de ce soir. Mais Rimuru eut de mauvais pressentiments à ce sujet. Il appela Ranga et lui dit de rester occupé avec l'équipe de chasse au cas où les choses tourneraient mal. Puis Rimuru se rendit à la grotte où il s'était réveillé pour la première fois dans ce monde, car il voulait expérimenter la capacité de dégénérescence de Shizu. Cette capacité lui permettait en gros de fusionner différents pouvoirs pour en créer de nouveaux par fusion et séparation. Il créa avec succès une nouvelle attaque appelée Flamme Noire. Après cela, il saisit le masque de Shizu, qui pouvait supprimer l'énergie magique, et le mit pour cacher l'aura qui s'échappait de son corps, afin que les gens croient réellement qu'il était humain. De nulle part, Ranga vint lui annoncer une urgence, et Rimuru se précipita immédiatement. Quand il arriva, un groupe de gobelins était déjà assommé par des attaques magiques, et ceux qui étaient encore éveillés se faisaient botter les fesses. Rimuru repéra rapidement que 6 ogres idiots se battaient avec son peuple et tenta ensuite de régler les choses pacifiquement. Cependant, le rouquin exigea que Rimuru abandonne son déguisement et montre son vrai visage, soulignant que contrôler une armée de monstres prouvait qu'il n'était pas un humain normal. Puisque parler ne fonctionnait pas, Rimuru ordonna à Ranga d'occuper la fille aux cheveux roses pendant qu'il s'occupait personnellement des 5 autres. Le rouquin chargea sur lui en balançant sa lame. Mais Rimuru se téléporta avant le contact et se matérialisa à côté du type massif portant un marteau. Il abattit ce type instantanément en utilisant le souffle paralysant. Une femme tenta ensuite de lui sauter dessus, mais quand il esquiva son attaque, il eut accidentellement une vue parfaitement claire de ses atouts. Alors il décida de lui lancer sa toile blanche collante. Rimuru tenta l'escalade une fois de plus, mais le rouquin redoubla d'efforts, désormais pleinement convaincu que Rimuru appartenait aux forces orques qui avaient été massacré son peuple. Alors que Rimuru était en train de nier cette accusation, le vieux Stick l'attaqua, visant directement la tête. Rimuru esquiva de justesse, mais son bras entier fut tranché dans le processus. Les ogres stupides célébrèrent comme s'ils avaient gagné, mais leurs visages se décomposèrent quand Rimuru ramassa nonchalamment son membre sectionné, le réabsorba dans son corps et régénéra un bras tout neuf sur le champ. Il leur demanda carrément s'ils croyaient vraiment avoir une chance contre lui. Le rouquin répondit en lançant un sort de feu massif qui engloutit complètement Rimuru. Mais quand les flammes se dissipèrent, il se tenait là sans même une marque de brûlure, ce qui les terrifia absolument. Décidant de mettre fin à cette absurdité, il activa simultanément la flamme noire et l'éclair noir, pensant que l'intimidation les ferait abandonner. Mais le rouquin têtu annonça que même s'il savait que le combat était perdu d'avance, sa fierté de futur chef de clan ogre ne le laisserait pas reculer tant qu'il n'aurait pas vengé sa famille assassinée. Heureusement, la fille aux cheveux roses avait un cerveau qui fonctionnait et sauta entre eux pour convaincre son frère d'arrêter d'être stupide, arguant que Rimuru était clairement trop puissant et n'était probablement même pas lié aux magines qui avaient anéanti leur village. Rimuru révéla finalement sa véritable forme de Slim, ce qui les stupéfia, et il souligna que son masque était complètement différent de ceux portés par les attaquants magins. Le rouquin réalisa immédiatement qu'il avait fait une énorme erreur, tomba à genoux et s'excusa. Rimuru, étant le type décontracté qu'il est, accepta et invita toute l'équipe des ogres à revenir au village pour se joindre au festin. Cette nuit-là, pendant le festin, le rouquin racontait à Kaijin et à un groupe d'autres gars l'histoire de la façon dont les orques avaient attaqué son village. Il mentionna qu'il y avait ce puissant magin masqué menant l'attaque, ce qui expliquait pourquoi il avait confondu Rimuru avec l'ennemi plus tôt. Rimuru rejoignit bientôt leur conversation et demanda au rouquin quel était son prochain mouvement, s'il prévoyait de reconstruire son village détruit, ou de trouver un endroit complètement nouveau pour s'installer.
Mais le gars n'avait pas de réponse claire, alors Rimuru suggéra qu'il rejoigne son équipe, assurant qu'ils auraient toujours de la nourriture, un endroit où dormir et des vêtements à porter. Rigurd intervint, mentionnant que les orques prévoyaient probablement de dominer toute la grande forêt, et Rimuru admit qu'il pensait la même chose. C'est exactement pourquoi recruter les ogres leur donnerait un sérieux avantage en nombre et en force. Le rouquin demanda un peu de temps pour y réfléchir, et plus tard ce soir-là, l'un de ses compagnons ogres lui dit que l'offre était excellente et que le choix lui appartenait entièrement. Mais quoi qu'il décide, il le soutiendrait entièrement. Le lendemain matin, Benimaru s'approcha de Rimuru et expliqua que servir sous quelqu'un de plus fort ne leur posait aucun problème tant que cela bénéficiait à tous. Il accepta l'offre de Rimuru, mais ajouta une condition. Le contrat ne durerait que jusqu'à ce qu'ils abattent le chef orc. Rimuru accepta sans hésitation et fit le vœu personnel de s'assurer qu'il ne regretterait jamais de l'avoir rejoint. Il rassembla tout le monde et annonça qu'il allait leur donner à tous des noms, puisqu'ils étaient désormais officiellement ses subordonnés. Les ogres le prévinrent immédiatement que nommer des monstres de haut niveau était extrêmement dangereux et pouvait l'épuiser complètement. Mais Rimuru écarta l'idée, disant que ça irait puisqu'il n'était chez que 6, et dans le pire des cas, il s'évanouirait et dormirait pour récupérer. Cependant, dès qu'il commença à les nommer, il s'effondra au milieu d'une phrase et perdit connaissance. Rimuru se réveilla 3 jours plus tard, se sentant nettement mieux et sous les ballons les plus doux qu'il ait jamais vus. Il découvrit rapidement que les 6 ogres qu'il avait nommés avaient tous évolué en Kijins. Pendant ce temps, dans une autre partie de la nation, l'énorme armée orque continuait de marcher régulièrement vers la grande forêt de Jura, ce qui commença à menacer sérieusement le clan des hommes lézards qui vivaient le plus près de la forêt. Les hommes lézards commencèrent à se préparer à la guerre, mais quand ils réalisèrent que l'armée orque comptait environ 200 000 soldats commandés par le seigneur orque lui-même, ils paniquèrent absolument et décidèrent qu'ils avaient besoin de renforts des clans voisins. Le chef des hommes lézards ordonna à son fils à l'air un peu niais, Gabiru, de se rendre dans les villages gobelins voisins et de les recruter comme alliés. Pendant ce temps, Rimuru rencontra Benimaru le rouquin et lui demanda s'il avait des théories sur la raison pour laquelle son village avait été ciblé en premier lieu. Benimaru expliqua que c'était probablement lié au seigneur Orc, un monstre légendaire qui n'apparaissait chez les orques qu'une fois tous les quelques centaines d'années. Benimaru révéla également qu'un seigneur démon appelé Gelmud avait visité leur village à un moment donné et avait essayé de lui donner un nom. Mais Benimaru refusa catégoriquement parce qu'il ressentait une mauvaise énergie de la part de ce type et ne lui faisait pas confiance. En entendant cela, Rimuru fit immédiatement le lien et réalisa que c'était le même seigneur démon que Rigurd avait mentionné auparavant. À ce moment-là, Sway se matérialisa et rapporta qu'un groupe de morons appelés Hommes Lézards se dirigeait vers le village. Quelques jours après que les ogres furent fait devenus membres de l'équipe du village, Shuna et Shion, qui faisaient partie des ogres, commencèrent à se disputer pour savoir qui s'occuperait de Rimuru. Shion finit par gagner et emmena Rimuru à la salle à manger, mentionnant qu'elle lui avait préparé quelque chose de spécial. Rimuru repéra ses compagnons Kijins et les invita à manger avec lui, mais ils déclinèrent tous, disant qu'ils n'avaient pas faim. Sway disparut immédiatement pour patrouiller le périmètre, pendant que Benimaru commençait à suer à grosses gouttes. Rimuru trouva leurs réactions étranges et commença à soupçonner que Shion n'était peut-être pas aussi douée qu'elle en avait l'air. Puis Shion apparut, portant une assiette de ce qui ressemblait à des ordures absolues, lui disant joyeusement de se servir. Il réalisa instantanément qu'il était fichu quand il vit l'horrible repas et les expressions terrifiées sur les visages des autres ogres. Paniqué, il demanda à Grand Sage une assistance d'urgence, et Grand Sage lui expliqua de fermer les yeux et de prendre délicatement une cuillerée du côté droit à un angle précis. Quand il fit cela, Gopta franchit la porte à cet instant précis et avala accidentellement la cuillerée. Il commença immédiatement à convulser jusqu'à devenir violet et mourir. Voyant cela, Rimuru ordonna à Benimaru de superviser la cuisine chaque fois que Shion décidait de cuisiner, afin qu'il ne perde plus personne de cette manière. Plusieurs heures donc plus tard, Gabiru et son équipe d'hommes lézards I2 firent une entrée inutilement théâtrale au village de Rimuru, après avoir réussi à recruter les autres colonies gobelines de la région. Gabiru se présenta avec suffisance comme leur sauveur venu les secourir de l'invasion orque. Après avoir débité un tas de vantardises creuses, Rimuru estima que s'associer aux hommes lézards pourrait en fait être bénéfique, mais il n'y avait aucun moyen qu'il fasse confiance à un morin incompétent pour le soutenir au combat. Gabiru mentionna ensuite qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles quelqu'un apprivoisait les loups funestes et exigea que Rimuru et son peuple les invoquent immédiatement. Rimuru révéla que c'était lui qui avait fait plier les loups funestes. Mais Gabiru refusa de croire qu'un minuscule Slim puisse accomplir une telle chose. Alors Rimuru appela Ranga pour le prouver. Cependant, Gabiru resta complètement indifférent et dit à Ranga à quel point c'était pathétique que son maître ne soit qu'un faible Slim. Il proposa ensuite de battre Rimuru au combat et de prendre la relève en tant que nouveau chef. Cela a complètement exaspéré Ranga, et alors qu'il s'apprêtait à réduire au silence cet idiot arrogant, Gappa est arrivé au pire moment possible. Comme d'habitude, tout le monde a été choqué de le voir encore en vie, et Gemini a informé Rimuru que Gopta avait d'une manière ou d'une autre acquis une résistance au poison pendant que son corps luttait contre les toxines du désastre culinaire de Shion.
Ringa a attrapé Gopta et l'a placé en première ligne, disant à Gabiru qu'il considérerait sa proposition s'il parvenait d'abord à vaincre Gopta. Le match a commencé avec Gopta lançant sa lance sur Gopta, qu'il a à peine esquivé. Gopta s'apprêtait à contre-attaquer, mais soudain, il ne put plus localiser Gopta. Utilisant des techniques de mouvement d'ombre, Gopta se matérialisa derrière lui et lui asséna un coup de pied assommant qui le fit s'écraser au sol. Tous les spectateurs étaient absolument stupéfaits, car personne ne s'attendait réellement à ce que Gopta gagne. Le lézard embarrassé a rapidement attrapé leur chef inconscient et s'est enfui. Après ce désordre, les principaux dirigeants du village se sont réunis pour élaborer une stratégie face à l'invasion orque imminente. Pendant la réunion, ils ont échangé diverses théories sur l'objectif réel des orques. Soit cela impliquait Gelmed d'une manière ou d'une autre, soit le légendaire seigneur orque, qui n'apparaissait qu'une fois tous les quelques siècles, était enfin apparu. Juste à ce moment-là, Sui a annoncé que les Dryades voulaient une audience avec Rimuru, ce qui l'a surpris car c'était des esprits des arbres qu'il n'avait rencontrés que dans des jeux vidéo auparavant. Il a accepté la rencontre et une Dryade étrange nommée Trini est instantanément apparue devant eux. Trini a expliqué à Rimuru qu'elle avait besoin de lui pour vaincre le seigneur orque, car les Dryades ne pouvaient pas gérer les orques seuls et n'avaient besoin d'un être fort comme lui pour les soutenir. Rimuru a demandé un peu de temps pour y réfléchir. Ils ont donc poursuivi leur session de stratégie, Rimuru demandant à chacun de partager ses théories sur le véritable objectif des orques. Les ogres ont révélé qu'après avoir saccagé leur village, les orques avaient collecté chaque cadavre pour nourrir leur armée de 200 000 soldats, ce qui a absolument horrifié Rimuru. Trini a ensuite expliqué que cela était dû à la capacité spéciale du seigneur orque, appelé affamé, qui forçait tous ceux qui le servaient à consommer compulsivement tout ce qu'ils rencontraient, tout en absorbant simultanément les pouvoirs de la victime. Elle a également mentionné qu'un Meijin, qui était aussi l'un des subordonnés du seigneur démon, soutenait leur opération. Après avoir entendu toutes ces informations, tout le monde a accepté de former une équipe unifiée contre le seigneur orque. Rimuru a souligné qu'ils auraient également besoin des hommes lézards comme alliés, car ils avaient besoin de toute la puissance qu'ils pouvaient obtenir. Mais certainement pas avec cet idiot de Gabriel pour les représenter, alors il s'est porté volontaire pour rendre personnellement visite au chef des hommes lézards. Et Rimuru lui a immédiatement donné la permission d'y aller, mais espérait que le chef était aussi mort que Gebiru. Pendant ce temps, Gebiru a repris conscience et a inventé une excuse selon laquelle les gobelins devaient l'enlever l'avoir trompé en le faisant combattre leur maître, Gopta, sous prétexte qu'il était un faible. Ainsi, Gebiru pourrait baisser sa garde. Juste à ce moment-là, Joker est apparu, affirmant qu'il avait été envoyé par Gilmud, surprenant Gabriel car c'était le même seigneur démon qui lui avait donné son nom. Joker a manipulé Gabriel pour qu'il renverse son père incompétent et s'empare du poste de chef afin de pouvoir mener correctement les hommes lézards au combat contre le seigneur orque. Et Gabriel a trouvé que cela ressemblait à un plan brillant, alors il est parti avec ses hommes immédiatement pour l'exécuter. Sway est arrivé sur le territoire des hommes lézards et a transmis son message au chef, envoyé par son maître, Rimuru. Cependant, le chef a répondu qu'il n'accepterait l'alliance qu'après avoir rencontré personnellement Rimuru en face à face. Alors Sway lui a dit qu'il pourrait organiser une rencontre dans une semaine, mais il les a spécifiquement avertis de ne pas engager les orques avant cette rencontre. 4 jours plus tard, Gabriel a fait quelque chose d'absolument insensé et a organisé une rébellion complète contre son propre père et a pris la lance du vortex pour lui-même puisqu'il était le nouveau chef. Il a enfermé son père et a mené toute l'armée des hommes lézards directement au combat contre les orques. Cependant, pendant le combat, ils ont découvert que plus ils tuaient d'orques, plus les survivants devenaient forts, car les orques mangeaient littéralement leurs camarades, tombés pour gagner encore plus de puissance. C'était la terrifiante puissance du seigneur orque en action, et si Gabriel l'avait su, il ne se serait pas comporté de manière aussi insensée. 2 jours plus tard, alors que Rimuru et ses hommes les plus forts partaient à la rencontre du chef des hommes lézards pour signer un traité, Sway a exploré une zone et a découvert que des hommes lézards combattaient des orques. Il a rapporté cela à Rimuru et lui a demandé s'il devait intervenir. Et quand Rimuru lui a dit de retenir les orques jusqu'à ce qu'ils arrivent à son emplacement, il a tué tous les orques là-bas sans en laisser aucun, surprenant Rimuru et les autres à leur arrivée. Ils ont trouvé une femme lézard gravement blessée et lui ont donné une potion de guérison pour la ranimer. Elle a été instantanément guérie et réalisant qu'elle était en présence de Rimuru, elle l'a supplié de sauver son père, le chef, et Gabriel, son frère, des orques. Rimuru se demandait ce qui se passait et elle a révélé que Gabriel avait planifié une rébellion contre le chef et avait mené le chef à combattre l'armée orque. Elle s'est excusée de ne pas avoir tenu leur promesse de ne pas affronter les orques avant l'arrivée de Rimuru. Et Rimuru a accepté de les sauver puisqu'il allait de toute façon combattre l'armée orque. Rimuru a ensuite formé une alliance avec les hommes lézards et a ordonné à Sway de se téléporter là où le chef était enfermé et de le sauver. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, les hommes lézards furent rapidement encerclés avant de pouvoir s'échapper. Et Gabriel réalisa que les orques étaient devenus plus forts en mangeant certains des hommes lézards. Alors qu'il se rapprochait, un orque plus grand avec une aura encore plus intimidante apparut que Gabriel défia rapidement en pensant que c'était le seigneur orque. Cependant, l'orque a révélé de manière choquante qu'il n'était qu'un général orque et qu'il était bien inférieur au seigneur orque.
le général orc a accepté le défi et la bataille a commencé immédiatement, les autres les observant. Le combat est vite devenu très intense, mais l'orc malmenait clairement Gabriel. Mais Gabriel refusait d'abandonner, même lorsque ses subordonnés lui ont proposé de l'aider, car son intégrité était en jeu. Après quelques échanges, Gabriel réussit à manœuvrer autour de l'attaque de l'orc et faillit lui porter un coup fatal, mais l'orc le bloqua avec son bouclier et projeta Gabriel au sol. L'orc faillit l'achever, mais Gomta vint à sa rescousse juste à temps. Ranga est également apparu et a averti les orcs de partir. Pendant ce temps, les Kijins étaient également en formation, Benimaru étant occupé à faire exploser les orques comme s'il dirigeait un spectacle de feux d'artifice. Ailleurs, Rimuru observait toute la scène de loin, surpris par la puissance des Kijins. Juste à ce moment-là, le général orc a décidé de les provoquer, rendant Ranga si furieux qu'il a instantanément activé la tempête de mort et a envoyé le général orc dans la dimension suivante. Rimuru a été choqué par cela, et voyant les autres Kijins démolir les orques en utilisant leur pouvoir unique, il était curieux de savoir comment Sway se battait. Sway a réussi à atteindre la cellule du chef avec la fille lézard et l'a sauvée. Cependant, en sortant, l'orc les a bloqués, mais Sway l'a ligoté dans ses fils et l'a découpé en morceaux. Pendant ce temps, juste à l'extérieur de la ville, Lord Gelmud est devenu frustré en voyant à quel point ces gars étaient puissants et craignait que ses plans ne touchent à leur fin et que Rimuru ne finisse par le tuer. À ce moment-là, Rimuru a repéré le seigneur orc depuis le ciel et s'est préparé à aller le combattre. Cependant, une attaque a soudainement frappé le sol, comme un météore, et Lord Gelmud s'est présenté. Mais il a montré qu'il était clairement frustré, car il contrecarrait son plan de donner naissance à un nouveau seigneur démon. Rimuru et les autres furent choqués par cela, et il révéla que c'était la raison pour laquelle il avait donné tant de noms et semé tant de graines. Gabriel réalisa que c'était Gelmud, et demanda stupidement s'il était venu les sauver. Mais Jomud lui dit qu'il aurait souhaité qu'il finisse en repas pour le seigneur orc. Il chargea ensuite une attaque et la dirigea vers Gabriel et ses hommes, ce qui fit que Gabriel se sentit terrible en voyant quelqu'un qu'il respectait tuer ses hommes à bon marché. Jomud a chargé une autre attaque qui aurait achevé Gabriel, mais Rimuru est intervenu et a arrêté l'attaque. Rimuru a alors commencé à le tabasser tellement que Jum a dû se tourner vers le seigneur orc pour qu'il agisse et dévore Rimuru. Cependant, il semblait que le seigneur orc ne reconnaissait pas Geld, car le gars n'a pas bougé d'un pouce. Soudain, le seigneur orc s'est souvenu que c'était Geld, qu'il avait nommé Geld, et lui avait donné la prophétie qu'il évoluerait pour devenir le seigneur démon. Il s'est ensuite dirigé vers Geld, faisant croire à Geld qu'il avait retrouvé ses esprits. Mais le frère a soudainement tranché la tête de Gumwood et l'a mangé, choquant tout le monde. Geld s'est instantanément transformé en seigneur démon, et voyant cela se produire, Xion a immédiatement lancé un assaut sur lui. Mais il continuait de guérir de chaque blessure. Les autres Kijins se sont associés à Ranga et l'ont bombardé de leurs attaques les plus destructrices, mais Geld se relevait à chaque fois. Il a dévoré l'un de ses propres soldats orques et s'est complètement restauré à pleine santé. Il a demandé à Gemini de prendre le contrôle direct de son corps et de gérer le combat au lieu de contrôler manuellement ses mouvements. Gemini a évité sans effort les énormes coups d'orc et lui a tranché le bras net. Mais le seigneur démon a instantanément fait repousser son bras et a commencé à lancer des explosions d'énergie concentrées sur Rimuru. Rimuru les a déviés et a conjuré une tornade de flammes tourbillonnantes qui a englouti Gald entier. Mais l'attaque ne lui a causé aucun dommage, car il avait une résistance au feu. Rimuru a alors choisi de reprendre le contrôle manuel de son corps. Ayant élaboré une stratégie pour vaincre l'orc, se transformant en une forme de slim géant, Rimuru a commencé à engloutir tout le corps de Gel, pendant que Gel essayait désespérément de se libérer. Finalement, Rimuru s'est avéré plus rapide et l'a complètement absorbé. À l'intérieur du corps de Rimuru, Gelt a revécu des flashbacks de son passé, révélant qu'il avait été le roi des orques. Leur patrie avait été détruite par une famine catastrophique, alors il a voyagé vers la grande forêt de Jura à la recherche de nourriture pour sauver son peuple. Cependant, il s'est effondré en chemin et a été découvert par Jomud, qui l'a secouru et a commencé à le manipuler à partir de ce moment-là. Geld a continué à résister, car il ne voulait pas que la race orque porte le fardeau de ses crimes après sa mort. Mais Rimuru a promis qu'il assumerait ses responsabilités lui-même. En entendant ces mots, Geld a vu le désert stérile, qui avait autrefois été son royaume, se transformer en un paradis verdoyant et luxuriant. Et il a finalement trouvé la paix. Avec la mort de Gald, les effets de sa capacité affamée ont complètement disparu. Son armée orque est revenue à son état normal et a immédiatement cessé de se battre. Une fois la bataille terminée, Benimaru et les autres Kijins ont dit à Rimuru qu'ils voulaient continuer à le servir de manière permanente, même s'ils avaient techniquement rempli leur contrat initial avec lui. Le lendemain de tous ces événements, Rimuru a convoqué une réunion avec des représentants de chaque race ayant combattu dans la guerre. Il a immédiatement pris une décision controversée, déclarant qu'il n'inculpait les orques de rien. Il a exprimé que quiconque confronté à une famine littérale aurait fait les mêmes choses, désespéré. Il a ensuite annoncé qu'il assumerait personnellement toute la responsabilité des actions des orques, remplissant ainsi sa promesse à Geld.
Les Kijins et les hommes lézards ont immédiatement protesté contre cette décision, mais Benimaru a mis fin à cela en rappelant à tous que la survie du plus apte était le fonctionnement de ce monde. Le plus gros problème était maintenant que 150 orques sans emploi n'avaient rien à manger. Alors Rimuru a trouvé une solution. Les autres races fourniraient les nécessités, comme la nourriture, l'eau et l'abri, tandis que les orques deviendraient leur main-d'œuvre. Son objectif ultime était de construire une alliance où chaque race de la grande forêt de Jura pourrait vivre ensemble paisiblement et s'entraider. Tout le monde a accepté après avoir entendu cela, et les orques ont littéralement pleuré en remerciant Rimuru. Trini a ensuite suggéré que Rimuru devrait diriger cette alliance en tant que chancelier, ce qui l'a immédiatement rendu anxieux à l'idée d'assumer cette responsabilité. Mais il a accepté de faire de son mieux. Une fois la réunion officielle terminée, un orque s'est approché de Benimaru en privé, implorant pardon pour avoir détruit son village. Il a offert sa propre vie en échange de l'épargne des autres orques. Mais Benimaru lui a dit qu'il n'allait pas gaspiller un guerrier capable et l'a épargné, disant qu'il servirait volontiers Rimuru avec lui. Rimuru a tout entendu et a pensé que Benimaru était un homme formidable. Rimuru a ensuite couronné cet orque comme nouveau roi, le nommant Gel, pour perpétuer la volonté du roi précédent. Les 10 jours suivants furent épuisants, Rimuru nommant individuellement les 150 000 orques. Il a également nommé le chef des hommes lézards, Iburu. Pendant ce temps, Gabriel a été puni pour sa trahison par l'exil de la tribu. Cependant, ils l'ont laissé prendre la lance du vortex, ce qui l'a ému car il pensait qu'il allait être condamné à mort. En chemin, il rencontra ses 3 fidèles et ils jurèrent de le suivre partout où il irait. Et Gabriel promit de prendre soin d'eux. Ailleurs, Joker mettait à jour le seigneur démon Clayman, qui espionnait le combat de Rimuru avec Geld et s'intéressait maintenant à lui. 3 mois s'écoulèrent et les orques, supervisés par Kaijin, achevèrent la construction de tous les logements. Ils allèrent même au-delà, installant des systèmes d'égouts et construisant des routes qui donnaient au village l'allure d'une véritable ville. Puis un jour, le roi Ningazel est apparu de manière inattendue, avec des chevaliers chevauchant des chevaux ailés. Puisque Rimuru était devenu si puissant, Gazel avait besoin de le rencontrer personnellement, et de déterminer s'il menaçait le royaume nain. Et dès que Rimuru l'a accueilli, lui et ses chevaliers, dans la ville, il a défié Rimuru en duel pour évaluer la vraie nature de Rimuru, et Rimuru a accepté sans hésitation. Ils ont commencé à se battre, et Gazel s'est avéré être une bête de guerrier absolue. Rimuru luttait durement, mais a réussi d'une manière ou d'une autre à bloquer son attaque la plus dévastatrice. Finalement, Gazel a été satisfaite de ce qu'il a vu et a compris que Rimuru n'était pas un ennemi. Gazel réalisa bientôt que Hakaru, le même maître qui lui avait enseigné l'escrime, avait également enseigné à Rimuru. Ce soir-là, Rimuru et Gazel passèrent du temps à boire ensemble et à discuter. Puisque Rimuru contrôlait maintenant toute la forêt, Gazel voulut former une alliance et reconnaître officiellement sa nation. Rimuru a accepté de signer un traité avec lui et a décidé de nommer sa nation la Fédération de Jura Tempest. Puis Rigurd est intervenu et a déclaré que la ville dans laquelle il se trouvait serait connue comme la capitale de Rimuru, ce qui l'a complètement embarrassé. Gazel est réapparu à Rimuru City quelques jours plus tard, sauf que cette fois, il n'était pas seul. Il a amené Vesta avec lui, ce même ministre louche qui avait jeté Kaijin sous le bus il y a des lustres. Malgré l'avoir exilé auparavant, Gazel a estimé que les compétences de Vesta pourraient réellement bénéficier à la nation grandissante de Rimuru, donnant au ministre déchu une chance de rédemption. Vesta a avoué à Rimuru et Kaijin tout ce qu'il avait fait de mal et leur a demandé de lui donner une autre chance. Ils l'ont accueilli immédiatement. Juste à ce moment-là, Gabriel est apparu avec ses hommes et a demandé à rejoindre Rimuru aussi. La sœur de Gabriel est également intervenue pour montrer son intérêt, car le chef lui avait dit de venir servir sous Rimuru pour acquérir de l'expérience. Ensuite, Rimuru les a acceptés et a nommé tous les hommes lézards, faisant instantanément évoluer certains pour qu'ils ressemblent à des humains. Et quand Rimuru a vu ce que ses filles lézards avaient à offrir, il en a fait ses apprentis directs. Pendant ce temps, Gabriel et ses hommes ont été chargés de cultiver des herbes médicinales dans la grotte de Veldora. Un endroit a également été créé dans la grotte pour que Vesta puisse y mener des expériences afin de produire en masse des potions de guérison. Pendant ce temps, dans le manoir du Seigneur Démon, ils avaient observé les faits et gestes de Rimuru et étaient fascinés par lui. Alors Milim a décidé d'aller le voir par elle-même. Quelques instants plus tard, alors que Rimuru se promenait, il a soudainement senti une quantité incroyable de mana approcher la ville à grande vitesse et est immédiatement allé vérifier. Seulement pour voir Milim arriver en trombe, elle s'est présentée et a dit qu'elle ne voulait aucun mal. Elle voulait juste le voir. Avant que Rimuru ne puisse dire grand-chose, les 3 Kijins et Ranga sont apparus et ont écarté Rimuru pour la combattre, pensant qu'elle était une menace. Cependant, toutes leurs attaques furent vaines, car Milim était des années-lumière plus forte qu'eux et elle les maîtrisa rapidement. Rimuru pensa qu'il devait la calmer, mais elle le défia en combat, affirmant que si elle gagnait, il deviendrait son subordonné. Rimuru a immédiatement demandé à Gemini d'analyser sa force et a réalisé qu'il était cuit quand il a vu qu'elle était au moins 10 fois plus forte que lui. Il a rapidement pensé à une autre stratégie, et alors qu'ils lançaient tous les deux une attaque, Rimuru lui a tiré du miel dans la bouche, la faisant instantanément fondre à cause de sa douceur.
Milim a commencé à supplier pour plus de son miel, et Rimuru a répondu qu'il ne lui en donnerait que si elle acceptait la défaite. Cependant, Milim était un seigneur démon, et était trop arrogante pour faire cela. Mais elle s'est contentée d'un match nul à la place, et Rimuru lui a fait promettre qu'elle n'attaquerait pas son peuple. Après cela, ils sont devenus amis, et Rimuru l'a présenté aux gens qui étaient ravis d'avoir la célèbre seigneur démon Milim comme allié, ce qui signifiait qu'ils étaient plus en sécurité. Milim a adoré l'ambiance ici, et a immédiatement décidé de commencer à vivre ici, surprenant Rimuru. Plus tard cette nuit-là, Rimuru a eu une réunion avec les dirigeants de la fondation Jura Tempest, et ils ont exprimé leurs craintes concernant l'alliance qu'ils avaient formée avec Milim. Ils craignaient que les autres seigneurs démons n'aient un problème avec cela, puisque l'alliance de Milim avec la nation la plus forte signifiait maintenant qu'elle était techniquement plus puissante que tous les autres seigneurs démons. De plus, cela signifiait que si les seigneurs démons attaquaient la fondation Jura Tempest, ils avaient une meilleure chance de les combattre. Au royaume de Bluemund, le ministre Vuillard et ce chef de guilde nommé Fuse discutaient de Rimuru et de la nation qu'il avait récemment formée, la fédération de Jura Tempest. Bien sûr, ils savaient tous deux que le frère avait sauvé tout le monde pendant le désastre du seigneur Orc. Mais Fuse n'allait pas faire confiance à un simple Slim sur la base de rumeurs. Il a décidé de se rendre personnellement chez Rimuru pour savoir si ce type était légitime ou un futur problème. De retour dans la grotte de Veldora, Vesta avait travaillé dur et avait enfin trouvé la recette de ses potions de guérison, ce qui a enthousiasmé tout le monde. Et Vesta sentait que sa vie avait enfin un sens. Rimuru a immédiatement voulu les produire en masse pour le profit, mais Kaijin lui a dit qu'elles étaient trop puissantes pour être vendues telles quelles. Au lieu de cela, Kaijin a proposé un accord avec le royaume nain. Il produirait des potions de guérison plus faibles que celles que les nains utilisaient normalement. Les nains fourniraient les ingrédients et le peuple de Rimuru s'occuperait de la production. En sortant de la grotte, Rimuru a aperçu une énorme explosion dans sa ville. En se précipitant, il découvrit que l'un des 3 meilleurs combattants du seigneur démon Carion, ce démon nommé Phobio, était apparu, agissant de manière arrogante et affirmant qu'il prendrait le contrôle. Il avait en fait attaqué Rigurde plus tôt, ce qui avait mis Milim en colère. Alors elle l'a battu à mort pour protéger l'ami de Rimuru. Rimuru a commencé à stresser que Karim puisse venir se venger après que son subordonné ait été battu. Alors il a forcé Milim à jurer qu'elle ne sauterait plus sur les gens. Et pour sceller l'accord, il a dit pas de déjeuner si elle rompait sa parole. Après que Phobio ait repris connaissance, Rimuru l'a interrogé et a appris que Carion l'avait en fait déployé pour repérer une puissante énergie qui était apparue dans la région, qui s'est avérée être Rimuru lui-même. Puisque Phobio ne faisait au fond que son travail, Rimuru le laissa partir. Cependant, Rimuru se tourna vers Milim et lui demanda des informations sur Carion, mais elle refusa, car les seigneurs démons avaient juré de ne jamais se dénoncer les uns les autres, une règle d'or. Rimuru soudoya Milim en lui promettant une arme, et elle lui révéla alors tout ce qu'il devait savoir, sans la moindre retenue. Les seigneurs démons avaient collaboré, utilisant Gelma pour créer le seigneur Orc, juste pour s'amuser, car ils s'ennuyaient ferme. Cela fit réaliser à Rimuru que la fédération de Jura Tempest était devenue la cible des seigneurs démons, car ils avaient perturbé leur plan en battant Geld. À peu près au même moment, le royaume de Falmouth déploya une escouade, menée par un certain Yum, pour enquêter sur ce qui s'était réellement passé avec le seigneur Orc. Alors qu'ils traversèrent la forêt, Yum et ses hommes tombèrent sur Fuse et les siens, qui fuyaient un monstre araignée géant. Alors qu'ils s'apprêtaient à leur venir en aide, Gopta apparut et leur vola la vedette. Il ramena ensuite les 2 escouades à la ville de Rimuru. Quand tout le monde rencontra Rimuru, il n'arrivait pas à croire que le chef de la fédération n'était en fait qu'un simple slime, bien loin de ce qu'ils avaient imaginé. Étonnamment, Rimuru alla droit au but, demandant à Fuse si Bluemund souhaitait établir des relations commerciales avec sa fédération, et ajouta qu'ils avaient déjà formé une alliance avec le royaume des nains. Fuse semblait intéressé, mais il n'était toujours pas certain si Rimuru représentait un danger pour les humains ou non. Pour prouver son innocence, Rimuru invita Fuse à rester en ville un certain temps et à constater par lui-même. Puis Rimuru se tourna vers Yum et lui offrit un emploi, puisqu'il était un mercenaire capable de changer de patron à tout moment. Le plan était simple. Yum et son équipe feraient semblant d'être les héros qui avaient vaincu le seigneur Orc, tandis que Rimuru agirait comme s'il les avait simplement aidés. En répandant cette fausse histoire, Rimuru voulait que tout le monde pense qu'il n'était pas effrayant, mais juste un être bienveillant qui aidait les héros humains. Après avoir visité la ville et vu tout ce que Rimuru avait bâti, Yum comprit ce que Rimuru essayait de faire, le respecta pour cela, et accepta d'aider au plan. Pendant ce temps, au manoir de Clayman, ce clown aux cheveux roses nommé Tyr apparut pour lui apporter des nouvelles concernant la situation de Milim. Clayman était vraiment curieux de savoir pourquoi Milim s'intéressait tant à Rimuru au point de devenir son allié. Tyr rapporta également que le seigneur démon Freya ne voulait rien avoir à faire avec la forêt de Jura. Mais Freya avait prévenu qu'un monstre légendaire scellé, nommé Kiribis, allait bientôt se réveiller. En entendant cela, Clayman s'excita, comme s'il attendait cette nouvelle, puis donna à Tyr sa prochaine mission, trouver où se trouvait Kiribis et le dompter. Pendant ce temps, Phobio boudait encore l'humiliation qu'il venait de subir et souhaitait se venger de Milim. C'est alors qu'un clown apparut, se nommant Footman. De l'alliance modérée Eliquan, Tyr apparut également derrière lui. Et ils lui dirent
que sa colère et sa haine les avaient attirés à lui. Ils lui offrirent de lui donner du pouvoir pour qu'il puisse se venger, mais Phobio pensa qu'ils n'étaient menantés que des grandes gueules. Cependant, il fut choqué quand ils mentionnèrent Kiridus et lui dirent qu'il pourrait avoir sa puissance et devenir l'égal d'un seigneur démon. Les subordonnés de Phobio tentèrent de le dissuader, mais Phobio était trop obsédé par l'idée de se venger de Milim. Footman et Tyr l'excitèrent jusqu'à ce qu'il renvoie ses hommes sans Haïm, leur disant de rapporter au seigneur Carion qu'il avait démissionné de son poste chez les biscuitiers. Ensuite, ils l'emmenèrent dans une grotte où se trouvait Carionus et lui dirent qu'il devait posséder Kiribis dans son corps et s'approprier sa puissance avant qu'il ne se réveille de lui-même. Phobio pensa d'abord que c'était insensé, mais les deux clowns le cajolèrent jusqu'à ce qu'il cède finalement et se dirige vers la grotte, poussé par la soif de pouvoir pour vaincre Milim. Cependant, après son départ, Footman et Tyr se moquèrent de lui, car le gars n'avait que des muscles à la place du cerveau. Les choses se déroulaient comme prévu. Le lendemain, alors que la fédération de Jura Tempest vaquait à ses activités habituelles, Adriode apparut soudainement devant eux, qui se trouvait être la sœur cadette de Trini. Elle les informa qu'un monstre de classe calamité, nommé Kiribis, avait été ressuscité et se dirigeait vers eux. La Dryade révéla plus tard que Kiribis avait été généré à partir d'un nuage de magiculaire de Veldora, ce qui en faisait comme un frère pour Veldora. Rimuru se demanda si la calamité le poursuivait parce qu'elle avait déjà découvert que Veldora était en lui. C'est alors que la Dryade révéla que Kiribnus avait invoqué d'autres forces monstrueuses terribles et que les choses ne s'annonçaient pas du tout bien. N'ayant rien d'autre à faire, Rimuru ordonna à tout le monde de commencer à se préparer à vaincre Kiribis. Mais Fusée avait trouvé cela absurde et demanda à Rimuru s'il avait bien entendu toutes les informations que la Dryade avait énumérées. Cependant, Rimuru dit que la seule chose qu'il pouvait faire était de le combattre, alors que lui voulait voir à quel point le monstre était fort. Il ajouta qu'il était le plus puissant de la nation, et que fuir ne servirait à rien. Fuse pensa qu'il ressemblait beaucoup à un humain et que personne ne croirait presque qu'il était un monstre. En entendant cela, Rimuru prit la forme de Shizu, et révéla qu'il était un autre mondain, tout comme Shizu. Il déclara ensuite que son objectif était de réaliser le souhait de Shizu, qui était de vaincre le seigneur Léon. Quand ils entendirent sur cela, ils furent de choqués, car comparé au seigneur Léon, Kiribis était une proie facile. Peu de temps après, Rimuru aperçut Kiribis se dirigeant droit vers la ville avec tout un tas de mégalithes volants qu'il avait invoqués. Prêts à affronter la menace se tenaient les ogres, les gobelins, les orques, les hommes lézards et 100 chevaliers sur des chevaux ailés, envoyés par le roi Gazelle pour soutenir la défense. Alors que les Kijins attaquaient, Gemini expliqua que Kiribis possédait une compétence de brouillage magique, et cette capacité affaiblissait toute magie dans un rayon de 300 mètres, ce qui expliquait pourquoi les attaques magiques à longue portée n'auraient pratiquement aucun effet sur le monstre. Alors que les mégalodons se rapprochèrent de la ville, les soldats de Rimuru travaillèrent ensemble pour les repousser. La bataille devint très intense, chacun attaquant de son mieux, mais petit à petit, ils réussirent à vaincre les requins jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, ne laissant que Kiribis dans les airs. Rimuru ordonna à toutes les forces d'attaquer en même temps, mais leurs efforts combinés ne firent pas bouger le monstre d'un pouce. Soudain, un rugissement puissant secoua le champ de bataille, et Kiribis libéra une tempête d'écailles tranchantes comme des rasoirs vers tout le monde. L'attaque était si écrasante que les soldats n'eurent d'autre choix que de se protéger désespérément. Voyant cela, Rimuru leur demanda de lui laisser le combat pendant qu'il se reposait, et utilisant la compétence gloutonnerie, il avala toutes les écailles volantes en un instant, dégageant le ciel. Cela choqua Shohei et les autres, car il avait tout nettoyé. Il avait tout balayé d'un seul coup. Cependant, le soulagement fut de courte durée, car de nouvelles écailles commencèrent immédiatement à repousser sur le corps de Kiribis. Gemini révéla que Kiribis possédait une capacité appelée régénération ultra rapide, ce qui lui permettait de restaurer complètement son corps en moins de 3 minutes. Cela signifiait que, quelles que soient leurs attaques, les dégâts étaient annulés en quelques minutes. Rimuru continua de se battre pendant plusieurs heures avec les efforts combinés des autres soldats, mais ils ne purent maîtriser Kiribis, laissant Rimuru se demander ce qu'il devait faire. Alors qu'il se demandait quoi faire, il entendit soudain Kiribis mentionner le nom de Milim, ce qui le choqua profondément. Il l'analysa immédiatement et découvrit qu'il y avait une autre conscience à l'intérieur du monstre, et il réalisa que le monstre avait voulu affronter Milim depuis le début, alors qu'il pensait que c'était contre lui à cause de Veldora. Rimuru appela immédiatement Milim, et quand elle apparut, il lui dit que Kiribis était maintenant son affaire. Milim reconnut instantanément que c'était l'œuvre de Phobio, et fut déçue, mais elle se prépara à l'affronter quand même. Cependant, Rimuru lui dit de ne pas trop battre Phobio, car il voulait qu'il reste utile à son maître. C'est alors que Kiribis lança une attaque avec ses lames d'écailles. Mais Milim arrêta instantanément, tout en plein air, et les laissa tomber au sol, avant de déchaîner une attaque ultime appelée Drago Buster, faisant exploser Kiribis immédiatement. Le corps de Phobio tomba des restes, et Rimuru se précipita pour le rattraper. Ensuite, Rimuru le nettoya de tous les restes de Kiribis sur son corps, et le soigna. Quand Phobio reprit conscience, il s'excusa rapidement auprès de Rimuru et des autres. Il admit l'entière responsabilité de ce qui s'était passé, et souligna que le seigneur Carion n'avait aucune part dans ses actions. Il expliqua que 2 arlequins l'avaient trompé,
et lui avait parlé du sceau de Kiribis, ce qui l'avait mené à cette situation. Milim, cependant, dit qu'elle n'avait aucune connaissance des Arlequins. Au lieu de cela, elle soupçonna que Clayman était derrière tout cela, car il était toujours impliqué dans des complots. À ce moment-là, le seigneur démon Carion lui-même apparut pour reprendre Phobio, et il remercia Rimuru d'avoir épargné la vie de son subordonné. Cependant, il plaqua violemment le visage de Phobio au sol pour le punir, choquant tout le monde. Il s'excusa pour les problèmes causés par Phobio et déclara qu'il devait une dette à Rimuru pour ce qui s'était passé. Rimuru saisit immédiatement cette opportunité pour demander un pacte de non-agression, et Carion jura qu'il ne mettrait jamais la main sur le Jura. Par la suite, la paix revint dans la nation, et toute la fédération de Jura Tempest célébra la victoire sur Kiribis. Cette nuit-là, Milim décida de rendre visite aux autres seigneurs démons pour savoir ce qu'ils tramaient, et pendant son départ, Rimuru et les autres la mirent en garde de ne pas se laisser berner par eux. Rimuru retourna dans son cubicule pour dormir, et pendant ce temps, il fit un rêve concernant le dernier souhait de Shizu. Elle voulait qu'il sauve ses jeunes avec elle et trouve un moyen de les ramener dans leur monde. À cause de cela, Rimuru partit pour la ville d'Ingracia le lendemain avec Ranga. Et grâce à Ranga, il y arriva en seulement 3 jours. En entrant dans la ville, il fut surpris par sa taille et la foule de gens. Il se dirigea vers le quartier général de la Libre Union et eut plusieurs moments de formalité avant d'atteindre la salle du grand maître. Cependant, lorsque le grand maître nommé Yuki apparut, il fut choqué de voir que Rimuru portait le masque de Shizu. L'idiot Rimuru dit qu'il était un slime capable de prendre la forme de n'importe quel monstre qu'il mangeait, rendant Yuki furieux, si bien qu'il lança une attaque immédiatement. Rimuru bloqua l'attaque et dit à Yuki de se calmer, affirmant qu'il n'était pas un mauvais slime. Yuki reconnut immédiatement la réplique d'un jeu, la même que Shizu avait aimée, et il se retira rapidement. Ils passèrent l'heure suivante à parler de jeux et de mangas, ce qui faillit donner à Yuki un orgasme d'excitation. Après ce moment agréable, Rimuru devint sérieux et dit à Yuki qu'il voulait aider les élèves de Shizu, car c'était son dernier souhait. Yuki respecta cela et donna immédiatement à Rimuru un poste d'enseignant à l'Académie de la Liberté, où les élèves de Shizu étudiaient actuellement. Il expliqua que ces 5 jeunes avaient été invoqués par différentes nations qui cherchaient à obtenir un héros à utiliser comme arme. Mais toutes les tentatives d'invocation échouèrent lamentablement. Puisque les nations n'avaient plus aucune utilité pour eux, elles abandonnèrent les jeunes comme s'ils étaient des déchets. Heureusement, Shizu les trouva et les sauva de cette terrible situation. Cependant, il y avait un problème majeur. Les corps des jeunes ne pouvaient pas supporter la quantité insensée de pouvoir qu'ils avaient reçu lorsqu'ils avaient été invoqués dans ce monde, ce qui signifiait qu'il ne leur restait qu'environ 5 ans à vivre. En entendant cela, le cœur de Rimuru se brisa, et il décida sur le champ qu'il ferait tout son possible pour les sauver et continuer ce que Shizu avait commencé. Dès que Rimuru entra dans la salle de classe, essayant de se présenter, une explosion magique faillit l'envoyer dans l'au-delà. Un gamin nommé Kenya l'avait tiré sur lui sans avertissement. Rimuru réalisa rapidement que ces 5 jeunes possédaient une quantité absolument ridicule de pouvoirs magiques stockés en eux. Il les identifia comme Kenya, Ryota, Gale, Alice et Chloé. Cependant, puisque les jeunes savaient déjà qu'ils allaient bientôt mourir, ils n'avaient aucun intérêt à étudier ou à écouter quoi que ce soit que Rimuru avait à dire. Alors, pour les faire coopérer, Rimuru décida d'utiliser des tactiques d'intimidation en faisant apparaître Ranga, ce qui les effraya un peu. Puis il leur dit qu'ils joueraient à un jeu pour évacuer toute leur frustration, attirant instantanément leur attention. Le jeu était simple, ils auraient une bataille simulée contre lui, et s'ils parvenaient à le vaincre en 10 minutes, ils gagneraient. Mais s'ils perdaient, ils devraient y commencer à le respecter et à suivre ses instructions. Ce que les jeunes ignoraient, c'est que le véritable objectif de Rimuru n'était pas de gagner ou de perdre. Il essayait de drainer leur énergie magique excessive par le combat afin qu'elle ne détruise pas leur corps de l'intérieur. Kenya s'avança le premier, saisissant l'une des épées que Rimuru avait préparées. Dès que le match commença, Kenya se déchaîna, spammant des attaques de magie de flamme, essayant de porter au moins un coup à Rimuru. Mais le gars ne put pas le toucher du tout. Et après 10 minutes à être esquivé à plusieurs reprises, Kenya perdit le match. La suivante était cette fille tranquille, nommée Chloé, qui utilisait la magie de l'eau. Elle réussit même à piéger Rimuru dans une prison d'eau et invoqua des lames d'eau pour l'achever, ce qui impressionna Rimuru. Cependant, il s'échappa de la prison comme si de rien n'était, et Chloé perdit. Le 3e élève était Gale, qui combattait en tirant des balles magiques, mais Rimuru les aspira toutes avec gloutonnerie, agaçant le jeune homme. Ryota vint ensuite, les autres l'encourageant, et ce gars devint instantanément fou dès le début du combat. Cependant, malgré son style de combat agressif, il ne put toujours pas porter un seul coup, et finit par perdre lui aussi. Il y avait cette fille arrogante, nommée Alice, qui combattait en utilisant des animaux en peluche, mais elle perdit aussi. Après la fin des 5 matchs, Rimuru vérifia leur niveau d'énergie magique, et fut déçu de voir que littéralement rien n'avait diminué. Mais au lieu d'abandonner, il se jura de trouver un autre moyen de les sauver. Il leur montra ensuite le masque de Shizu, et expliqua qu'elle les lui avait confiés avant de mourir. En entendant cela, les jeunes furent émus et dirent à Rimuru qu'il lui ferait confiance désormais. Cette même nuit, Rimuru se téléporta de nouveau dans la forêt pour rencontrer Trainy,
car il avait besoin de conseils. Il se rappela que Shizu avait également été invoquée jeune avec un pouvoir magique écrasant, mais elle n'en était pas morte. La raison était probablement que le seigneur Léon avait scellé Ifrit à l'intérieur de son corps, ce qui l'avait aidé à contrôler son énergie. Alors Rimuru pensa que s'il pouvait faire habiter des esprits puissants dans les corps des jeunes, leur magie se stabiliserait et ils ne mourraient pas. Quand il interrogea Trainy à ce sujet, elle lui dit qu'il existait un endroit appelé la demeure des esprits, où les esprits vivaient avec leur reine. Malheureusement, la seule entrée qu'elle connaissait avait cessé de fonctionner après qu'une nouvelle reine des esprits eut pris le pouvoir, elle ne pouvait donc plus l'aider à y accéder. Pendant tout le mois suivant, Rimuru chercha partout, essayant de trouver une entrée vers la demeure des esprits. Mais il n'eut absolument aucune chance. Un jour, alors qu'il se détendait avec les élèves dehors, un énorme dragon céleste passa soudainement devant eux, se dirigeant droit vers la capitale royale. Rimuru annonça immédiatement qu'il irait vaincre le dragon et protéger la capitale, pendant que Ranga resterait derrière, pour protéger les jeunes. Il se précipita vers les murs de la ville, juste au moment où le dragon était sur le point d'attaquer, et bloqua son coup sans effort. Après avoir rapidement réalisé que le dragon était bien plus faible que Kiribis, il l'absorba entièrement, en quelques secondes, laissant les gardes proches et un marchand au hasard, complètement choqué. Plus tard, Yuki vint dire à Rimuru qu'un marchand nommé Mjolnir voulait l'inviter, lui et les élèves, à dîner parce que Rimuru lui avait sauvé la vie. Dans la luxueuse maison de Mjolnir ce soir-là, il ne cessa de remercier Rimuru à plusieurs reprises, disant qu'il lui devait la vie. En entendant cela, Rimuru eut une idée. Alors il invita Mjolnir à venir visiter la ville de Rimuru et à enseigner aux marchands comment vendre leurs produits aux nations étrangères. Mjolnir accepta volontiers l'offre sans hésitation. Et alors qu'il quittait le manoir, l'un des serviteurs de Mjolnir bénit les jeunes au nom de la reine des esprits, ce qui attira immédiatement l'attention de Rimuru. Il lui demanda si elle savait où se trouvait la demeure des esprits, et elle accepta de le lui dire, en échange d'un pourboire. Suite à cela, ils se dirigèrent tous vers l'emplacement de la demeure des esprits, et en entrant à l'intérieur, ils commencèrent soudain à entendre une voix étrange qui essayait de les effrayer, mais ils n'eurent pas peur. Alors elle les transporta dans un endroit différent où ils devraient y passer un test. Un golem s'activa devant eux, et alors que Rimuru se préparait à le combattre, il dit à Ranga de protéger les élèves, et si quelque chose lui arrivait, il devrait les faire sortir. La voix pensa que Rimuru était trop confiant, et le prévint qu'il pourrait mourir. Cependant, Rimuru resta calme. Le golem lança quelques attaques que Rimuru réussit à esquiver, et il se demanda comment cette mission mortelle pouvait être un test. Après avoir réfléchi et observé le golem, il déchaîna son attaque de menace d'acier, immobilisant le monstre, puis il invoqua sa flamme noire et détruisit le golem sans transpirer, choquant la voix étrange qui leur parlait. Rimuru menaça ensuite de la traiter de la même manière si elle ne se révélait pas, et la voix apparut immédiatement. Ils réalisèrent qu'elle était une fée, et elle se présenta comme l'une des 10 seigneurs démons nommés Ramiris. Rimuru ne la crut pas, car elle semblait trop faible pour un seigneur démon, mais elle réussit finalement à le convaincre quand elle lui parla de Milim. Pendant ce temps, alors qu'il s'asseyait pour parler, Ramiris reprocha à Rimuru d'avoir détruit son golem, qu'elle avait fabriqué grâce à l'ingénierie spirituelle. Rimuru réalisa qu'elle était en fait plutôt cool, alors il lui dit qu'il avait besoin d'une faveur de sa part, promettant de lui fabriquer un nouveau golem si elle l'aidait. Il raconta ensuite pourquoi il était venu avec les jeunes, et demanda si Ramiris pouvait le présenter à la reine des esprits. Cependant, il fut choqué quand elle révéla qu'elle était la reine des esprits. Il ne crut pas, et demanda comment elle pouvait être à la fois un seigneur démon et une reine des esprits. Elle révéla qu'elle était en fait tombée en disgrâce pour devenir un seigneur démon, et dit que la même chose était arrivée à Léon quand il avait invoqué un esprit des temps anciens et forgé un contrat avec lui. Après quelques discussions, Rimuru lui demanda de l'emmener à la demeure des esprits, et elle accepta, lui disant qu'elle était prête à les guider et à leur accorder une protection divine. Quand ils atteignirent la demeure des esprits, Gale se porta volontaire pour y aller le premier, et quand il ferma les yeux pour prier. De faibles petites étincelles commencèrent à tomber sur lui d'en haut, mais Rimuru sut immédiatement que cela ne suffirait pas. Alors il décida d'en créer un. Il activa gloutonnerie et mangea directement tous ces minuscules esprits d'un coup, puis utilisa dégénérescence pour les fusionner et produisit un esprit supérieur. Il posa ensuite sa main sur la tête de Gale, lui transféra l'esprit, et observa le pouvoir magique du garçon se stabiliser enfin. Alice passa ensuite, et Rimuru fit le même coup sur elle. Cependant, quand Kenya s'avança vers le cercle d'invocation, un esprit supérieur avec un attribut de lumière apparut de lui-même avant même qu'il ne prît. L'esprit affirma qu'elle sentait quelque chose de spécial en lui, et décida qu'elle allait le protéger avant d'entrer en lui. Ryota fut le suivant, et il se retrouva avec un esprit artificiel qui combinait les attributs de l'eau et du vent. Finalement, Chloé s'avança, et dès qu'elle commença à prier, une figure incroyablement puissante en forme de femme se matérialisa de nulle part. Gemini la scanna et dit à Rimuru qu'elle n'était même pas un esprit normal. Quand l'esprit se dirigea ensuite vers Chloé, Ramiris paniqua et tenta de lui barrer le chemin, car elle pouvait sentir que cet être était extrêmement dangereux. Mais l'esprit était bien trop rapide et a pénétré le corps de Chloé malgré tout.
Rimuru s'est précipité pour vérifier si Chloé allait bien, et étonnamment, son énergie magique semblait tout à fait stable, même si une entité aussi puissante venait de la posséder, ce qui était vraiment étrange. Ramiris était complètement déconcertée par ce qui s'était passé précisément, mais elle avait cette étrange sensation que l'être spirituel était en quelque sorte venu du futur, ce qui n'avait absolument aucun sens pour personne. Elle a averti Rimuru que si cet être venait à renaître un jour dans le futur, cela causerait d'énormes problèmes à tout le monde, sans exception. Mais Rimuru ne se souciait absolument pas des problèmes futurs pour l'instant. La seule chose qui comptait vraiment, c'était que Chloé soit en vie, et qu'elle ne mourrait pas de sitôt. Après avoir quitté la demeure des esprits, Rimuru a ramené les 5 étudiants à la capitale royale pour qu'ils puissent rencontrer Yuki. Pendant ce temps, quelque part dans le vide, un démon mystérieux était absolument convaincu que Rimuru l'avait invoqué. Et maintenant, il était bien déterminé à retrouver Rimuru coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Quelques jours se sont écoulés, et finalement, il était temps pour Rimuru de retourner dans sa propre ville. Au moment de son départ, les étudiants ont pleuré, car ils ne voulaient absolument pas qu'il s'en aille. Quand Chloé l'a serré dans ses bras, il a soudainement aperçu d'étranges yeux lumineux. Rimuru a admis qu'il ne savait pas vraiment pourquoi. Cela lui semblait juste être la bonne chose à faire à ce moment précis. Pendant le voyage de retour, absolument pas expliquer ce Renga sentiment. lui a demandé Pendant ce temps, pourquoi il se avait cachait donné derrière un le arbre, masque à les Chloé, espionnant discrètement. au lieu de le garder Si vous avez pour apprécié ce lui-même. récapitulatif, n'hésitez pas à exploser le bouton j'aime et à commenter slime dans la section des commentaires. De plus, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus d'actions et d'aventures riches en rebondissements. Si vous souhaitez un autre récapitulatif d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.